Bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente, je suis Laetitia Delas, donc du service de santé au travail, technicienne en hygiène et sécurité. On vous remercie donc de participer à ce webinaire qui est proposé par le service de santé au travail des Landes et dont le sujet concerne le référent Covid en entreprise. Donc ce module de sensibilisation que nous allons dérouler a été élaboré par l'équipe pluridisciplinaire du SSTL. Et je vais vous présenter donc les narrateurs. Donc Madame Sylvie Saint-Sevin, qui est technicienne en hygiène et sécurité. Bonjour. Monsieur Alain Auger, infirmier en santé au travail. Bonjour. Et nous avons aussi nos collègues support, donc Monsieur Sébastien Labrouche, infirmier en santé au travail. Bonjour tout le monde. Madame Sandrine Claire, technicienne hygiène sécurité. Bonjour. Et Madame Hélène Bulot, qui est aussi technicienne en hygiène et sécurité. Donc, on est désolé parce qu'on vous a coupé les micros, mais effectivement, pour pouvoir présenter, c'est plus simple. Donc, vous avez l'espace chat pour poser des questions. Donc, vous avez Sandrine et Hélène qui sont là pour répondre à vos questions en direct, et également Sébastien Labrouche en support médical. Donc, on va pour débuter. Donc, voilà, vous demandez de bien vouloir désactiver votre son et éviter qu'il y ait des interférences. Et on va pouvoir attaquer. Alors, donc le référent Covid-19. Tout d'abord, pourquoi nommer un référent Covid dans l'entreprise? Eh bien, ce dernier va permettre à l'employeur de l'aider, par exemple, dans la mise en œuvre de mesures pour éviter la propagation du virus au sein de son entreprise. Nous allons aborder dans cette présentation 3 chapitres. Voilà, pardon. Alors, quelques généralités sur le coronavirus, un petit rappel sur l'histoire de l'apparition de cette pandémie, le référent Covid, ses responsabilités et ses missions, et la partie qui sera abordée par mon collègue, être référent, et bien que faire lorsqu'un cas avéré de Covid survenait en entreprise. Alors, donc, le coronavirus, le contexte. Alors, le contexte du coronavirus, merci Laetitia. Alors, donc ce SARS, donc ce syndrome aigu respiratoire sévère, est une maladie infectieuse appartenant à la famille des coronavirus. C'est pour cela que l'on parle de SARS-CoV. Et deux, parce qu'il s'apparente au virus responsable du SARS en 2003. Donc, on a retenu quelques dates parmi plusieurs. Donc, par exemple, le 31 décembre 2019, où l'OMS est informée par les autorités chinoises d'un épisode de cas groupés de pneumonie en Chine. Le 13 janvier 2020, où les autorités confirment un cas de Covid-19 en Thaïlande, qui est le premier cas signalé hors de Chine. Le 30 janvier 2020, eh bien, au regard de l'ampleur de cette épidémie, l'OMS a déclaré que cette épidémie constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Et le 11 février 2020, l'OMS désigne officiellement le SARS-CoV-2 responsable de la maladie appelée la Covid-19. Et le 11 mars 2020, eh bien, l'OMS estime que la Covid-19 peut être qualifiée de pandémie puisque la propagation eh bien, se situe au niveau mondial. Donc, quelques chiffres présentés par mon collègue. Voilà, donc vous voyez sur cette diapo qu'on vous a mis quelques chiffres de Santé publique France et notamment un comparatif entre les chiffres du 9 octobre 2020, ceux du 16 novembre 2020 et puis plus récemment ceux de la semaine dernière, donc du 3 décembre 2020. Donc, vous voyez bien qu'entre le 9 octobre et le 16 novembre, ce qui a mené à notre deuxième confinement, eh bien, c'est l'augmentation sévère de tous ces chiffres, puisque on passait de 700 000 cas confirmés à presque 2 millions, avec des taux de positivité de 10,4 à presque 17%, de nombreux clusters en augmentation aussi, puis le nombre de décès qui a augmenté considérablement, avec une atteinte de tous les départements.
Au 3 décembre, on a des chiffres qui sont un petit peu plus, qui ont commencé à redescendre, puisqu'on retrouvait, bon, alors le nombre de cas confirmés Covid-19, 2 257 000, ça a continué d'augmenter, mais le taux de positivité est bien redescendu, puisqu'on n'était plus qu'à 10,7%. 3 240 clusters, ça descend lentement. Le nombre de décès, malheureusement, augmente encore. Et puis, 8 600 nouvelles hospitalisations. À savoir également que le chiffre aujourd'hui, vous avez dû entendre dans les médias, que le chiffre qui nous chagrine un petit peu, c'est le nombre de cas positifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore à 9 660 cas positifs. Et si vous avez l'application Tous Anti-Covid, vous pourrez consulter ces chiffres en temps réel dessus. Donc, effectivement, c'est ce qui va peut-être amener le président à prendre des décisions, pas forcément dans le sens du déconfinement. Voilà. Donc, le risque du plus faible au plus important, eh bien, le plus faible, c'est d'être contaminé, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la Covid-19, on peut être porteur symptomatique ou asymptomatique. Mais au-delà d'être contaminé, on peut tomber malade avec tout ce qui s'ensuit, hein, fièvre, etc., être hospitalisé, on peut aller jusqu'à la réanimation et puis malheureusement, ça peut aller jusqu'au décès. Ce qui est important pour un référent Covid en entreprise, eh bien, c'est de pouvoir conseiller pour éviter la propagation du virus. Alors, le référent Covid. Donc, quelques interrogations. Par exemple, est-il obligatoire d'avoir un référent Covid dans l'entreprise? Eh bien, selon le protocole national, toutes les entreprises doivent en avoir un. Alors, à rappeler, à savoir que le ministère du Travail, rappelle que le protocole national est un document de référence et qu'il constitue la norme sanitaire applicable dans les entreprises. Donc, c'est une préconisation, hein, une mesure encouragée. Donc, comment le choisir? Alors, effectivement, en fonction de la typologie d'entreprise et des compétences de la personne, cela peut être soit un collaborateur déjà impliqué dans la prévention, un encadrant technique ou le chef d'entreprise lui-même. Une autre interrogation, y a-t-il des conditions pour être référent Covid? Eh bien, sous réserve de la possibilité effective de l'intéressé d'assurer ce rôle, aucune condition n'est imposée pour devenir référent Covid. Alors, avoir quand même des connaissances sur les règles d'hygiène, connaître le protocole sanitaire mis en place dans son entreprise, ainsi qu'être au courant des mesures gouvernementales. Donc, comment est-il désigné? Eh bien, le référent Covid est désigné par l'employeur. Donc, ces missions, plusieurs missions, par exemple, tout d'abord, ces missions sont clairement définies et voire formalisées dans une fiche de poste, bien sûr communiquée à l'ensemble du personnel, et l'employeur doit donner les moyens nécessaires au référent Covid pour la réalisation de ces missions. Donc, le référent Covid veille également au respect des gestes barrières, hein, que nous connaissons tous, hein, ne pas se serrer les mains, etc., hein, se tousser ou éternuer dans son coude. Donc, au respect des gestes barrières et du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise. Il est l'interlocuteur privilégié des salariés, bien sûr sur les thématiques sanitaires pour répondre à leurs interrogations. Il travaille en collaboration avec le comité social économique, les services de santé au travail, puisque le médecin du travail est aussi un interlocuteur ressource qui accompagne et conseille l'entreprise dans sa démarche de prévention et les ressources humaines. Donc, quelques exemples de missions pouvant être confiées au référent Covid. Alors, par exemple, participer à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels et du plan d'action. Donc, bien sûr, le référent Covid va assurer le lien avec la direction et ou le groupe de travail qui participe au document unique. Il veille à l'organisation des secours, par exemple la conduite à tenir pour la prise en charge d'un malade, dont Alain vous parlera tout à l'heure. Les marquages au sol et les sens de circulation, hein, pour garantir le respect des distances.
Ensuite, animer, participer à des réunions régulières, hein, ces réunions pour le rappel des gestes barrières, des bonnes pratiques et des mesures de distanciation, donc type quart d'heure de sécurité, minute prévention, briefing de poste, causerie, tout en faisant respecter les gestes barrières. Et enfin, choisir également et veiller à la disponibilité donc, des fournitures nécessaires telles que masques, lingettes, virucides, désinfectants, solutions hydroalcooliques. Et donc là, également une petite précision, donc, surtout dans les lieux qui sont les plus fréquentés hein, par les salariés, et être vigilant également sur l'utilisation des produits utilisés qui peuvent être irritants et également inflammables. Donc, veiller au stockage de ces produits-là. Donc, l'employeur fournit au référent COVID-19 l'autorité, les informations et la sensibilisation nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Attention, ce n'est pas une délégation de pouvoir. Le fait de désigner un référent COVID ne dédouane pas l'employeur de ses responsabilités juridiques puisqu'il a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, le référent COVID-19 ne pourra pas être tenu pour responsable juridique car ceci n'existe pas dans la réglementation. Alors, donc, l'employeur est responsable de la santé et sécurité donc, au travail de ses salariés. Donc, l'article L4121-1 du Code du travail. Il prend des mesures adaptées pour y veiller. Donc, avec la crise actuelle, donc, il protège ses salariés contre le risque de contamination. Alors, par exemple, par des mesures sanitaires pour diminuer le risque de transmission de la COVID-19. Hein, donc, je répète, hein, tout ce qui est gestes barrières, distanciation physique. Par des mesures individuelles, la mise en place d'équipements de protection individuelle, sensibilisation et information des consignes à respecter. Et sans oublier, bien sûr, dans le cadre d'un dialogue social, hein, le comité social économique, la commission santé, sécurité et conditions de travail qui contribuent au plan d'action et à l'identification des risques. Et enfin, la mise à jour du règlement intérieur. Donc, cette mise à jour pour le règlement intérieur concerne les entreprises à partir de 50 salariés. Pour les entreprises n'ayant pas de règlement intérieur, donc, cela peut être par une note de service, hein, une note d'information pour informer, bien sûr, les salariés des nouvelles consignes mises en place pour les protéger. Et la mise à jour du document unique dont nous allons parler plus tard. Donc, le référent COVID n'est pas un contrôleur. Il est là pour sensibiliser ses collègues, expliquer, informer en relayant des messages des autorités sanitaires et alerter si un cas est détecté dans l'entreprise. Et bien sûr, hein, sans oublier les travailleurs détachés, les saisonniers, les intérimaires et les CDD. Alors, comment intégrer le risque COVID-19 dans le document unique d'évaluation des risques professionnels? Donc, cette évaluation qui doit être renouvelée et être retranscrite dans ce document, qui doit être donc actualisé, puisque cela s'impose bien sûr à tout employeur. Et dans le cadre de la crise sanitaire hein, liée à la COVID, il faut actualiser ce document unique. Donc, concrètement, donc, inscription au niveau des risques généraux, puisque c'est l'ensemble du personnel qui est concerné, identifier la COVID-19 comme risque infectieux et identifier donc les risques induits par les mesures prises hein, liées à la COVID, générées par les nouvelles organisations et situations de travail. Alors, par exemple, hein, le risque chimique, puisque donc nettoyage plus fréquent, donc c'est un risque qui risque d'accroître l'exposition à ce risque chimique. Les risques psychosociaux, hein, par exemple l'isolement, réduction de collectifs de travail, la crainte par exemple aussi de la maladie, hein, etc. Et donc bien sûr mettre à jour donc le plan d'action. Donc pour schématiser, donc on va analyser toutes les tâches de travail pour identifier comment le salarié peut être exposé à ce danger représenté par cet agent biologique. Ensuite, il faut connaître la chaîne de transmission et les risques. Alors donc, soit
bien sûr, cette chaîne de transmission par voie respiratoire, par exemple lors d'inhalation, avec lors de gouttelettes émises lors de la toux, par exemple, soit par contact avec la peau ou les muqueuses, le port des mains contaminées au visage ou aux yeux, soit par voie digestive, par exemple en portant les mains ou des objets contaminés à la bouche, en mangeant, etc. Et effectivement, donc les portes d'entrée que nous connaissons, donc le nez, la bouche, les yeux, la peau, les muqueuses. Donc, bien sûr, identifier les moyens donc, de prévention existants. Donc, pour cela, donc, on va évaluer et hiérarchiser les risques, bien sûr en faisant un classement, en tenant compte de la gravité des dommages et estimer la probabilité d'apparition, et mettre en place le plan d'action de prévention pour agir et bien pour rompre bien sûr cette chaîne de transmission du virus. Donc, pour rappel, donc les mesures d'hygiène et de distanciation physique, donc un respect, donc, le plan de gestion des flux de personnes, définition d'une jauge, le nombre de personnes qui peuvent être présentes simultanément dans le même espace, donc en fonction de la superficie de la pièce, donc afficher dans cet espace effectivement le nombre de personnes pouvant occuper cet espace, tenir compte également des séparations entre les salariés, limiter le partage des postes de travail et bien sûr être vigilant sur le port du masque. La prévention des risques de contamination manuportée, désinfection, nettoyage du matériel, lavage des mains, désinfection, et d'autres situations ou points de vigilance tels que les vestiaires, également définition d'une jauge pour l'accès à ces vestiaires, l'aération des locaux très importante, cette aération, 15 minutes toutes les 3 heures, pas de port de gants, bien sûr c'est un faux sentiment de sécurité, et être vigilant également sur l'élimination des déchets dans les poubelles à ouverture non manuelle et surtout ce qui concerne les masques chirurgicaux à jeter à part des ordures ménagères. Alors, ce qui est essentiel, eh bien, Sylvie vous a parlé de télétravail tout à l'heure. Eh bien, effectivement, la protection collective voudrait que l'idéal, ce serait de rester en télétravail. Mais ce n'est pas toujours possible. Et donc, avec le type de masques recommandés et qui sont utilisés à ce jour, c'est la protection collective qui est en jeu. C'est-à-dire qu'il faut tous porter le masque. Et en portant un masque, on se protège et surtout, on protège les autres. Alors, on vous a mis des petits dessins, là, protégeons-nous, portons tous des masques. Effectivement, quand quelqu'un est malade de Covid-19 et vous qui n'êtes pas malade, par exemple, eh bien, vous voyez bien que s'il n'y a pas de masque et puis qu'il y a 1 mètre, le niveau de protection est faible. Et puis, au fur et à mesure des dessins, vous voyez bien qu'avec le port du masque et puis des 2 parties, eh bien, vous avez une protection qui est optimum. Donc, comment utiliser un masque? Eh bien, avant de mettre ou d'enlever un masque, eh bien, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. À savoir que l'eau et le savon, c'est pas mal puisque vous savez que dans les savons liquides, il y a des tensioactifs qui détruisent tout ce qui est enveloppe lipidique du virus et de toute façon qui sont très efficaces. Donc, pour le mettre, vous tenez le masque par les lanières élastiques, vous ajustez le masque. Il faut recouvrir le nez, la bouche et le menton. Pour l'enlever, c'est pareil, c'est par les lanières. Alors, effectivement, il faut changer le masque toutes les 4 heures. Et puis, s'il est endommagé ou s'il est humidifié ou si vous voulez boire ou manger, eh bien, il faut l'enlever et le changer. Les précautions, effectivement, il faut éviter de toucher le masque puisque si on touche la partie qui a filtré, eh bien, il faut vite aller se laver les mains puisque de toute façon, on récupère tout ce qui a été filtré pendant les 4 heures. Donc, jamais le mettre en position d'attente sur le front ou sur le menton. Ne pas mettre le masque dans votre poche ou dans votre sac après l'avoir porté. En attendant de le laver, il faut essayer de l'isoler dans un petit sac plastique. Le cas du masque tissu, eh bien, c'est pas fait c'est pas destiné au personnel soignant dans un premier temps. Et puis, si on est malade, c'est pas un masque adapté. Il vaut mieux demander l'avis du médecin et porter un masque chirurgical ou un masque FFP2 éventuellement. Donc les visières, effectivement, on a entendu parler des visières. Les visières ne sont pas une alternative au port du masque.
l'utilisation des visières se fait quand on ne peut pas mettre en complément un dispositif de séparation, par exemple un plexiglas. Donc, dans ces situations-là, il faudra en complément le masque et la visière. Alors, effectivement, à la condition, c'est que la visière soit désinfectée plusieurs fois par jour avec un produit actif sur le virus. Alors, être référent, que faire face à un cas? Eh bien, il va falloir informer sur la conduite à tenir. Donc, rester chez soi en cas de symptômes. Les symptômes évocateurs de la maladie, vous les connaissez tous, on les a vus dans les médias, donc fièvre, à identifier, donc avec prise de température, la toux, la perte de goût et d'odorat, les céphalées, les courbatures, et puis il peut y avoir diarrhée et troubles cutanés. Donc, ces symptômes évocateurs de la COVID-19 et contacter son médecin traitant. En cas de symptômes graves, eh bien, il faut appeler le 15. Une autosurveillance par les salariés de leur température, un contrôle systématique de température à l'entrée des établissements ou des structures ne peut avoir de caractère obligatoire. Le salarié est en droit de refuser un contrôle de température. Il est vivement conseillé en cas de doute, qu'il se contrôle lui-même, mais ça n'a pas de caractère obligatoire. Donc, l'idéal, c'est de se contrôler s'il y a une sensation de fièvre ou avant de partir travailler, ou plus généralement d'autosurveiller l'apparition de symptômes évocateurs de Covid-19. On le dit aux élèves, parce que tous les collégiens et enfants, l'idéal, c'est de leur prendre la température le matin avant de partir. Le rôle du référent Covid, si un cas se présente, eh bien, il y a le contact tracing. Donc, le contact tracing, il revient à l'entreprise, en lien avec le service de santé au travail, de rédiger préventivement une procédure adaptée de prise en charge sans délai de personnes symptomatiques. L'idée, c'est de pouvoir les isoler dans une pièce dédiée avec port du masque chirurgical et de les inviter à rentrer chez elles en utilisant, si possible, un autre mode de transport que le transport en commun et contacter leur médecin traitant. En cas de survenue d'un cas avéré, le référent doit pouvoir faciliter l'identification des contacts par les autorités en charge du contact tracing. Donc, via la réalisation de matrices en s'appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son historique d'activité d'entreprise. Nous, au SSTL, on a mis en place un cahier à l'entrée et toute personne qui rentre autre que les salariés qui viennent passer les visites, parce qu'eux, de toute façon, ils sont tracés, on demande de remplir leur nom, prénom, numéro de téléphone pour pouvoir les contacter assez vite si jamais on a un cas avéré. La prise en charge du malade dans l'entreprise, eh bien, dans un premier temps, ça va être de pouvoir isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement les gestes barrières. Donc, garder une distance raisonnable avec elle, au moins 1 mètre, avec port d'un masque chirurgical. La pièce dédiée, ce n'est pas toujours possible en fonction de vos locaux. Donc, la pièce dédiée, ça peut être une pièce au hasard, une pièce disponible, pas forcément donc identifiée Covid, mais l'idée, alors nous, SSTL, nous l'avons mis en place, c'est d'avoir une boîte prête à intervenir avec dedans des choses simples, puisque moins il y en a, mieux c'est, puisqu'il faut les désinfecter sinon. Eh bien, avec des sacs poubelles, un stylo, du gel hydroalcoolique, des masques chirurgicaux ou FFP2, etc., etc., pour pouvoir intervenir s'il y a un cas avéré. Dans ce cas-là, il faudra mobiliser le professionnel de santé dédié de l'établissement, donc ça peut être un sauveteur secouriste du travail formé au risque Covid ou le référent Covid, selon l'organisation de votre société, et puis lui fournir un masque chirurgical avant son intervention. En l'absence de signes de gravité, il faudra contacter le médecin du travail ou demander à la personne qu'elle contacte son médecin traitant pour avoir un avis médical. Maintenant, il y a les tests antigéniques qui vont très vite, donc il est possible de se faire tester assez vite. Si confirmation d'absence de signes de gravité, il faut organiser son retour à domicile en évitant toujours le transport en commun, bien sûr. En cas de signes de gravité, par exemple, les signes de gravité qu'on va retrouver, c'est tout ce qui est détresse respiratoire. Il peut y avoir altération de la conscience, confusion, somnolence, mais ça peut aller jusqu'à l'altération brutale de l'état général chez le sujet âgé. On peut avoir des gens aujourd'hui qui travaillent encore jusqu'à 65-70 ans. Donc attention, il peut y avoir
des cas avérés. Dans ce cas-là, il faut appeler le SAMU. Le SAMU, en composant le 15, eux, ils ont des procédures déjà préécrites et ils sont habitués à réagir. Donc, et puis tout est enregistré. Donc, il faut suivre ce qu'ils vous disent. Tout est guidé. Alors, les tests aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs tests. Il y a le fameux test PCR, celui qui fait pleurer, là, parce que effectivement, quand le coton-tige monte bien haut, ça fait verser une larme. Donc lui, c'est le test moléculaire qui a permis jusqu'aujourd'hui d'identifier les individus potentiellement infectés par le virus, mais avec un délai de réaction qui passait par un labo, donc qui demandait des fois, suivant les régions, jusqu'à une semaine avant d'avoir le résultat. Il y a eu le test de sérologie, le test sanguin, mais lui qui vérifiait la présence d'anticorps qui résulte d'une exposition passée ou récente à la COVID-19. Et puis aujourd'hui, il y a le test rapide antigénique avec un résultat en 15 à 30 minutes. Donc, quel test qui peut être réalisé par les soignants de ville et ceux sans ordonnance. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans les pharmacies et dans les pharmacies, ils vous font le test. À savoir aujourd'hui que il n'y a pas une semaine, on demandait forcément s'il y avait un test antigénique positif qui soit contrôlé par un PCR. Aujourd'hui, c'est plus vrai. La HAS a émis un avis le 27 novembre en disant que ce test antigénique était fiable et qu'aujourd'hui, il devait être réalisé le plus tôt possible et qu'ils en tiennent compte comme le test PCR précédent. On vous a mis un arbre décisionnel par rapport à une phase d'isolement, test, que faire. Effectivement, il y a plusieurs situations. J'ai des symptômes où j'en ai pas, et puis je suis contact à risque ou pas. D'accord? Donc, c'est des choses qui peuvent aller jusqu'à 3 semaines à 1 mois. Effectivement, je n'ai pas de symptômes, je suis contact à risque, je m'isole immédiatement pendant 7 jours, je fais un test au 7e jour, je suis prioritaire, le test est positif, mais je n'ai pas de symptômes, je m'isole encore 7 jours, et puis je refais un test, et puis finalement j'ai des symptômes, etc., etc. Donc ça peut aller jusqu'à 4 semaines d'isolement. À savoir aussi, passe la diapo. Pour l'isolement, c'est ce qu'on a récapitulé ici. Donc pendant 7 jours après l'apparition des symptômes quand on est malade, 7 jours après un test positif avec ou sans symptômes. Pour les cas contacts, eh c'est 7 jours après le dernier contact. À savoir que cas contact, il y a une définition bien précise par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Un cas contact, c'est une personne ayant eu un contact à risque avec une personne contaminée. Par contact à risque, on entend les situations suivantes et uniquement ces 5-là, en face à face à moins d'1 mètre, embrassade, poignée de main et sans masque ou autre protection efficace. On est bien d'accord, sans masque. Plus de 15 minutes dans un lieu clos sans masque alors que la personne contaminée tousse ou éternue, repas, pause, etc. À l'occasion d'échanges de matériel ou d'objets non désinfectés, d'actes de soins ou d'hygiène, au personnel soignant bien entendu, en partageant le même lieu de vie. Ces 5 cas-là sont les cas contacts. À savoir aujourd'hui que ce même texte dit qu'un cas contact d'un cas contact n'est pas un cas contact. Alors, donc, pardon. Vas-y. Alors, retrouver des informations. Donc, ces informations, vous pouvez trouver des informations sur le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Donc, vous avez des fiches conseils métiers et des guides pour les salariés et les employeurs. Et vous avez également le protocole national. Donc, le protocole national, donc je crois que… Merci Laetitia. Donc, le protocole national, dont la dernière mise à jour est le 13 novembre 2020. Donc, bien sûr, s'assurer toujours de la dernière mise à jour. Et donc, pour rappel, bien sûr, ce protocole qui fait office de norme et qui s'impose donc à toutes les entreprises. Donc, merci Alain pour Alors, présentation. Merci Alain et Sylvie. Donc, merci à tous. Merci. Et donc, je vais clôturer la séance. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.